La métaphysique, c'est la science des causes. Nous, on est là pour parler de la conscience. C'est même, pour moi, le seul sujet important. En général, on ne croit même pas à la conscience. Il y a des tas de physiciens qui vous expliqueront par A plus B qu'il n'y a pas de conscience. Ce n'est qu'un sous-produit de la matière, des interactions de particules, etc. Mais il n'y a pas de conscience. Simplement, après, pour qu'il y ait des particules, il faut qu'il y ait un acte d'observation. Alors, si un acte d'observation, ce n'est pas la conscience, je ne sais pas ce que ça peut être. Mais il n'empêche que, souvent, il y a beaucoup de physiciens qui, encore aujourd'hui, ont du mal à parler de l'esprit, à parler de tout ça. Mais c'est assez normal dans un sens, puisqu'ils n'ont pas les outils pour ça. Leurs outils sont faits pour étudier la matière, pour observer les choses comme ça, et les décrire. Mais après, quand il s'agit d'en faire abstraction, c'est de l'ordre de la méditation. Et là, ils ne sont pas outillés pour ça. Donc, ils ne peuvent pas aboutir à des choses pertinentes en ce qui concerne la conscience. Il n'y a pas de différence entre parler de vous, parler de moi, c'est la même chose, parce que c'est toujours la conscience. La conscience, c'est soi. Est-ce qu'il y a autre chose que la conscience? Est-ce que quelqu'un pense, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui pensent ça, il y a beaucoup de gens qui disent, bon, il y a l'esprit et la matière. L'esprit d'un côté, la matière de l'autre. C'est deux choses différentes, avec des lois différentes, avec des règles différentes, ou l'esprit et l'énergie, ou l'information et l'énergie, vous avez entendu tout ça. Mais est-ce que, pour vous, qui êtes ici et qui avez évidemment déjà beaucoup réfléchi à la question, est-ce que il y a autre chose que la conscience? Est-ce qu'il y a en plus de la conscience, de la matière, un univers, de l'énergie ou je ne sais quoi? Vous avez des idées là-dessus? En fait, la question que je vous pose, c'est est-ce que c'est pertinent d'étudier autre chose que la conscience? Est-ce qu'il y a autre chose à étudier que la conscience? Est-ce qu'il y a autre chose que la conscience? Mais est-ce qu'il y a pertinence, je veux dire, à étudier la matière dans le but d'obtenir de la connaissance? Moi aussi, je pense évidemment que non. Je pense que si on veut comprendre quelque chose, si on peut connaître véritablement, la seule chose qui soit pertinente d'étudier, c'est soit, c'est-à-dire la conscience, soit c'est de la conscience. Comment pourrait-on dire autre chose que ça? Il y a des gens qui disent « Ah ben moi je suis un corps, je suis de la matière, si je fais ça, ça fait mal, donc je ne suis pas de la conscience. » Quand ça me fait mal, c'est de la conscience ou non? Ça touche la conscience. Si je touche ça, si je touche ce corps, c'est de la conscience. Comment est-ce que je vais dire? Il y a autre chose que cette conscience, il y a un corps effectif dont j'ai conscience. Est-ce qu'il y a un univers extérieur dont j'ai conscience? Ou est-ce que la conscience, c'est le fait d'avoir conscience d'un univers, et donc l'univers fait partie de cette conscience? Une interaction entre quoi et quoi? Entre la matière et la conscience. Mais où est la matière? Pouvez-vous, je vous pose la question par rapport à vous-même, par rapport à, si vous méditez là-dessus vous-même, parvenez-vous vous-même à exhiber de la matière? Avez-vous jamais pu dire, ça y est, voilà, je tiens de la matière? Évidemment, dans le quotidien, on va dire oui, parce que on mange, on boit, on se touche, etc. C'est la matière. Mais c'est pas ça. La vraie question, c'est est-ce que lorsque je perçois de la matière, c'est autre chose qu'une perception? Lorsque je vois les couleurs, est-ce que je vois les formes, lorsque j'ai la sensation de tout ça, est-ce que c'est autre chose que des sensations? Non. Non, ça ne signifie pas que la matière n'existe pas. Ça signifie simplement qu'il n'y a pas besoin de la matière. Puisque la conscience elle-même, c'est le fait d'avoir conscience d'un univers. Et que cet univers a forme matérielle. L'univers nous paraît, est ressenti en tant que matière. Et s'il n'était pas ressenti en tant que matière, nous ne le percevrions pas. Nous ne pouvons le percevoir qu'en tant que matière. C'est parce que nous le percevons sous forme de matière
que nous disons il y a de la matière. Mais le fait de le percevoir en tant que matière, c'est de la conscience, ça n'a jamais été de la matière. Dire par là, on peut discuter de ça longuement, mais il arrivera un moment où on sera bien obligé de se poser la question, est-ce que je peux avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans ma conscience? Est-ce que je peux avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans ma conscience? Oui, parce que ça peut être quelque chose qui n'est pas matière, mais dont que ma conscience perçoit. Vous en avez conscience, c'est dans votre conscience ou pas? J'en ai conscience sans pouvoir l'expliquer, c'est-à-dire que je le ressens, mais je peux pas... Voilà, ma conscience le ressent, mais je le vois pas forcément. C'est pas forcément automatiquement de la matière. Bah, je suis bien d'accord avec vous, vous en avez conscience. C'est une question extrêmement simple, extrêmement fondamentale, et qui vaut la peine d'être méditée, hein, le temps qu'il faudra. Est-ce que je peux avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans ma conscience? J'ai conscience de vous, vous avez conscience de moi. Bah oui, on peut... Vous avez conscience de moi? Oui, oui, je vous vois, vous êtes devant moi. Ok, donc suis-je dans votre conscience ou suis-je hors de votre conscience? Bah, vous êtes dans ma conscience puisque j'ai Oui, conscience de vous. vous avez répondu, c'est la seule réponse. Il n'y a pas d'autre réponse à ça. Si je voulais prétendre que bien que j'ai conscience de vous, vous n'êtes pas dans ma conscience, c'est-à-dire que vous êtes un objet réel, matériel, extérieur à ma conscience, c'est ça que ça veut dire. Si c'est matériel, ça veut dire que c'est indépendant de la conscience. Ça voudrait dire qu'il faut que je dise où s'arrête la conscience et où vous commencez. Où s'arrête ma conscience, où est-ce que vous commencez pour être extérieur à ma conscience? Vous ne pouvez pas le dire. Vous ne pouvez pas dire où s'arrête votre conscience et où commence l'univers. Tout l'univers que vous percevez est dans votre conscience. À partir du moment où vous percevez quelque chose, c'est dans votre conscience. Donc si c'est dans votre conscience, c'est une partie de votre conscience. Il ne s'agit pas de se dire « Oh, ben, ça m'arrangerait bien que ce soit de la matière ». Ben non, je suis désolé, on est scientifique ou on ne l'est pas. Si on est scientifique, on ne va pas introduire des hypothèses sans vide de sens, du genre « Je sais pertinemment que tout ce que je perçois est dans ma conscience, et malgré tout, ça m'arrangerait bien qu'il y ait de la matière ou un univers effectif, objectif. » C'est pas scientifique, c'est psychologique. C'est une attitude de fuite par rapport à une réalité qui nous dérange, à une vérité qui nous dérange. Et pourquoi elle nous dérange? Autant le dire tout de suite, autant le savoir tout de suite, parce que vous êtes déjà dérangé. Le niveau vibratoire de la salle a changé beaucoup, parce qu'il y en a plus d'un d'entre vous qui disent « Ouh là là, où est-ce que... J'aurais jamais dû payer 10 € pour entendre une chose pareille, comment je vais rentrer chez moi, comment je vais prendre le métro, etc. » Mais c'est normal, c'est ça qui fait peur. Et c'est parce que ça fait peur que depuis des milliers et des milliers d'années, les hommes cherchent sans trouver. Parce qu'ils ne veulent pas trouver. Parce qu'ils savent très bien ce qu'ils vont trouver. Ils savent très bien face à quoi ils vont se retrouver le jour où ils auront compris l'univers. Et donc ils font tout pour tourner autour du pot. Alors on invente des théories. Et quand on n'a pas assez de théories, on en invente des nouvelles pour faire le lien entre ces théories qu'on n'a pas comprises. Et puis comme ça marche toujours pas, on va encore en inventer d'autres et ainsi de suite. Et comme ça, on n'est jamais face à la vérité. C'est ça qu'on veut. Le mental croit qu'il veut comprendre, c'est pas vrai, c'est le contraire. C'est la même chose, les gens qui disent « Ah, moi je veux Dieu, je veux Dieu ». Est-ce que c'est vrai? Si on le voulait vraiment et si on voulait seulement Dieu, on ne pourrait pas le vouloir 5 minutes. Hein. On y serait. Si on n'y est pas, c'est qu'il y a quelque chose qui résiste. Et c'est pareil pour la connaissance. Si je n'ai pas instantanément compris tout l'univers d'emblée, c'est que mon mental ne veut pas comprendre l'univers. Et c'est ça qu'il est important de comprendre en premier. C'est pas de s'interroger, de faire des équations. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de comprendre le problème psychologique. Pourquoi est-ce que je refuse de comprendre l'univers? Alors que ça devrait être extrêmement simple, c'est soi. Tout est ma conscience, donc c'est moi. Comment? Pourquoi est-ce que je ne le comprendrai pas? Il y a des gens qui disent comprendre l'univers, c'est hors de portée de l'esprit, c'est impossible, personne n'a jamais compris, on ne comprendra jamais, etc. Et ça ne les empêche pas de continuer à chercher et à toucher leur salaire pour ça. L'important, c'est de comprendre d'abord pourquoi on ne veut pas comprendre. Comment ça se fait? Si c'est soi, et c'est soi puisque tout est dans ma conscience.
Vous ne pouvez pas exhiber une chose en disant « Ah, ça y est, j'ai trouvé un truc, c'est pas dans ma conscience. » Super. Non, vous ne pouvez pas. Donc si vous ne pouvez pas le faire, il faut en tenir compte. Parce que ça, c'est des certitudes. Et on n'est pas là pour tourner autour du pot. On est là pour avoir des certitudes. La connaissance, c'est des certitudes. Ce n'est pas des hypothèses, ce n'est pas des suppositions, ce n'est pas des croyances. Enfin, si on ne peut pas le faire, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est exact. Tout ça est exact. On ne peut jamais faire de preuves négatives. On peut, comme disait Madame tout à l'heure, ce n'est pas parce que je sais que toute matière que je perçois est dans ma conscience et donc n'a pas de réalité objective, ce n'est pas pour ça qu'il n'existe pas en plus de la matière. On peut toujours le dire, mais ça sert à quoi? À quoi ça servirait qu'en plus... Mais une hypothèse faible. Ce sera une hypothèse absolument inutile. Pourquoi? Parce que de toute façon, vous ne pourrez jamais le prouver. Vous ne pourrez jamais prouver, avec votre conscience évidemment, c'est le seul outil dont vous disposez, vous ne pourrez jamais prouver l'existence de matière effective indépendante de votre conscience, c'est évidemment totalement impossible, et de toute façon, c'est inutile. Non seulement c'est inutile, mais c'est néfaste. C'est néfaste au niveau scientifique, c'est néfaste au niveau de la connaissance. Parce que si vous voulez, pour vous rassurer, hein, en fait, pour ne pas vous sentir seul, pour ne pas vous sentir perdu dans l'infini. C'est pour ça qu'on a peur, c'est parce qu'on ne veut pas être seul. Mais l'être seul, c'est pas grave, puisqu'il n'y a qu'une seule conscience, on l'a dit au début. Je dis, vous, moi, c'est pareil, il n'y a qu'une seule conscience. Et ça, vous êtes d'accord avec ça. Mais lorsqu'on vous dit, donc vous êtes seul, vous dites, ah là, je ne suis plus d'accord. Mais s'il n'y a qu'une seule conscience, vous êtes seul. Nous sommes seuls. Sans S. S-E-U-L. Nous sommes seuls. Parce qu'il n'y en a qu'un. Comment? On est lié ou pas, lié des consciences, l'un à l'autre de consciences différentes. Oui, non, mais que les formes de la conscience soient toutes différentes, bien sûr. Il y a une infinité de façons d'être conscient, mais c'est toujours la conscience. Il n'y en a pas deux. Et ce que je vous disais, je vais finir avec ce que disait Madame tout à l'heure. On peut se dire, bon, ça ne prouve pas qu'il n'y a pas de matière, que la matière n'existe pas, qu'il pourrait exister une matière, il pourrait exister un univers, ou 36 univers, pourquoi pas, on peut inventer tous les univers, d'ailleurs c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on invente des flopées d'univers avec 36 dimensions, 70 dimensions, peu importe. Tous les univers peuvent être inventés, imaginés. Ce que des hypothèses qui se rajoutent à d'autres hypothèses, donc ça n'a aucune espèce de valeur scientifique, il faut bien le reconnaître. Mais si je me dis il y a de la matière quand même, bien que de toute évidence, je ne pourrai jamais le prouver, donc ça ne me sert à rien. Et de toute évidence, si j'ai conscience de cette matière un jour, ça voudra dire qu'elle est de la conscience et pas de la matière. Non. C'est un handicap énorme, parce que c'est un handicap parce que vous ne pourrez jamais l'expliquer, vous ne pourrez jamais en rendre compte. Donc aucun scientifique ne va se lancer dans une hypothèse dont il sait d'avance qu'il ne pourra jamais ni la prouver ni l'invalider. Ou alors c'est vraiment qu'il joue. Il joue, il ne fait pas de la science. Excuse-moi, juste une petite objection. Oui. Là, on peut faire des observations identiques. Alors, il y a plusieurs consciences, alors qu'on voit tous qu'il y a des tableaux, là. Alors, oui. Pourquoi il y a des choses qui apparaissent? On fait des observations identiques, tous, qui sont dans notre conscience, et pourquoi il y a des choses qui sont dans ma conscience que je ne partage pas avec mon voisin? Alors, qu'est-ce que je partage dans ma conscience avec mon voisin, qu'est-ce que je ne partage pas? Pourquoi on voit tous ce mur? C'est en expliquant comment... Quelle est la source de ce qui est dans ma conscience? Ce mur n'existe pas quand on aura expliqué pourquoi la conscience crée les univers, la réponse sera évidente. Mais elle n'est pas. Pour l'instant, on ne peut pas tout dire en même temps. Donc pour l'instant, on en est à mettre en évidence des choses de base. Après, on expliquera très simplement pourquoi, bien que nous soyons, que nous, en fait, nous sommes tous la même conscience, qui est des points de vue différents, si on peut le dire comme ça, qui sont simplement des façons différentes d'être conscient, mais il faudra expliquer pourquoi il y a des façons différentes d'être conscient. Une fois qu'on a compris ça, c'est très facile, on comprendra pourquoi il y a beaucoup de points communs entre différentes façons de voir. Beaucoup de points communs. C'est-à-dire que pour l'instant, nous avons tous les deux l'impression d'être des êtres humains, d'être des terriens,
d'être dans une belle pièce avec des beaux tableaux au mur, etc. Et c'est pas le cas. C'est pas que c'est pas le cas. C'est pas que c'est pas le cas. Il n'y a rien à dire là-dessus. L'objectivité n'est pas le problème. Il n'y a pas d'objectivité. Il n'y a que l'être, il n'y a que la conscience. Il ne faut pas chercher à savoir si quelque chose est objectif ou pas. C'est de savoir si c'est vrai ou pas. Nuance. Et donc, on a ce point de vue qui est presque le même. Mais pas tout à fait. Parce que moi, je ne vois pas du tout ces tableaux sous le même angle que toi. Et inversement. Et puis tout à l'heure, je vais reprendre ma voiture pour rentrer en Seine-et-Marne. Et toi, tu vas prendre le métro pour aller ailleurs. Et on n'a pas du tout le même univers en réalité. Nos deux univers sont parfaitement distincts. On partage Ils beaucoup de choses. sont parfaitement distincts, mais nous partageons pas mal de choses. Par exemple, le fait d'être des êtres humains. Mais il y en a d'autres qui ne partagent pas du tout ce fait d'être un être humain. Et il y en a d'autres qui partagent le fait d'être une particule atomique, ou d'être un chat, ou d'être un cactus. Mais tout le monde n'a pas l'impression d'être un être humain. Mais il y en a beaucoup qui ont l'impression d'être un être humain. Et tout ça s'explique parfaitement. Et ne peut s'expliquer que si tu pars de bases solides, de bases vraies, comme ça. Donc, bon, petit à petit, ça va s'éclaircir. J'en reviens à cette matière effective. Le fait de croire qu'il y a de la matière effective, non seulement empêche de comprendre cette matière, puisqu'on se prive de la possibilité d'en avoir conscience, mais aussi, ça devient un jeu tout à fait vide de sens, puisque lorsqu'on ne fait pas l'hypothèse de la matière, on peut l'expliquer. Alors, c'est-à-dire l'apparence de matière, c'est-à-dire le phénomène d'illusion, dont tous les sages, tous les grands maîtres vous ont toujours parlé. Tout le monde a toujours dit tout est illusion, vous le savez très bien. Alors on ne va pas aujourd'hui dire le contraire et dire non, tout est illusion, sauf la matière. Ben non, c'est la matière qui est illusion, bien sûr. Et donc on est... Si on s'imagine que cette matière est une réalité, on se prive de la possibilité de comprendre cette matière-là, et donc on se prive de possibilité d'avancer. Alors que si on ne fait pas l'hypothèse de la matière, il n'y a aucune raison de faire des hypothèses, encore une fois, je le dis, ça se démontre aussi, hein, c'est pas une question de... Bon, je ne peux pas tout vous expliquer, tout vous dire en 2 minutes non plus, même en 2 heures. Si je ne fais pas d'hypothèse, si je ne crois pas à l'existence d'une réalité objective extérieure à la conscience, alors il me devient extrêmement simple de comprendre pourquoi j'ai la sensation ou l'illusion d'un univers qui est personnel et pourquoi il y a une infinité de façons d'avoir conscience d'un univers qui tous sont personnels et d'arriver donc à la conclusion certaine qu'il y a une infinité d'univers personnels et aucun univers réel objectif. Donc poser la question, qu'est-ce que l'univers, d'où vient l'univers, etc., c'est une fausse question. La question ne se pose pas. Il n'y a pas d'univers. Il y a une infinité d'illusions d'univers différentes, certes. Et cela ne s'explique que si on ne fait pas l'hypothèse de l'univers. Si on fait l'hypothèse de l'univers, c'est terminé. On a fait une hypothèse, c'est une de trop, on ne pourra rien comprendre. Mais si on ne la fait pas, alors on va comprendre. Alors si vous voulez qu'on comprenne ça, on va le faire. On va le faire. Comment vous définiriez la conscience? Pourquoi est-elle libre? Parce qu'elle choisit. Hum? Au-delà des contraintes. Mais encore. Parce qu'elle se suffit à elle-même. Mais parce qu'il n'y a rien d'autre, tout simplement. Elle se définit elle-même. Si vous aviez un univers et que la conscience s'arrêtait quelque part et que commençait l'univers ailleurs, vous verriez bien que votre conscience n'est pas si libre que ça. Vous seriez obligé d'avoir conscience de ça et pas d'autre chose. Or, ce n'est pas le cas. Tout le monde ici a fait l'expérience qu'il est capable de voyager dans d'autres galaxies, dans d'autres sphères que celles auxquelles il est habitué au quotidien. Et que de toute façon, ces univers changent tout le temps. Ça, c'est une chose fondamentale qu'il serait temps de reconnaître et d'observer. On dit, il y a un univers. On croit qu'il y a un univers. Mais c'est lequel? Celui d'il y a 5 minutes? Ou celui de maintenant? Ou celui de dans 10 minutes? C'est lequel? C'est quoi l'univers? Comment on peut saisir l'univers et dire, ah ben je tiens l'univers, voilà c'est ça. Je l'observe, je le mesure, je fais des expériences dessus, etc. Vous ne pouvez pas.
L'univers n'est pas un objet physique. Ça, c'est un objet physique, plus ou moins. Parce qu'il est dans le cadre de ma conscience, donc il est par rapport aux autres objets que j'appelle physiques. Donc je peux le saisir, je peux le mesurer jusqu'à un certain point. Je peux faire des expériences dessus, les reproduire avec une autre bouteille et voir ce que ça donne, faire des hypothèses. Là, je peux faire des hypothèses. Je suis dans le domaine des apparences. Mais l'univers n'est pas un objet physique. Vous ne pouvez pas saisir l'univers, voilà, ça c'est l'univers. Et je le mesure, il mesure tant. Et sa température, c'est tant. Et je vais faire une expérience dessus pour vérifier sur un autre univers si ça marche. L'univers n'est pas un objet physique, ce n'est pas du domaine de la physique. Penser que c'est la physique qui va revenir à bout de l'univers, qui va comprendre l'univers ou qui est compétente pour parler de l'univers, niet, c'est impossible. L'univers n'est pas un objet physique. C'est d'autant moins pertinent pour la physique que le physicien lui-même, en tant que physicien, c'est-à-dire en tant que personne, fait partie de cet univers. Donc c'est fini. À partir du moment où vous faites partie de ce que vous voulez observer, c'est terminé. Vous ne pouvez pas considérer que vous avez une objectivité. Or, c'est l'épistémologie de la physique de croire qu'on a une objectivité lorsqu'on mesure, lorsqu'on observe, etc. C'est faux. Et donc, on ne peut pas avancer. Et donc, on tourne en rond. Et donc, la science tourne en rond, comme ça. Bon, donc, qu'est-ce que c'est que la conscience? Vous dites, c'est libre. Très bien. Mais ça, c'est une caractéristique, ça ne dit pas ce que c'est. Puisque c'est libre, on ne veut pas dire ce que c'est. Ah bon? La conscience, je pense que c'est pouvoir reconnaître ce qu'on a autour de soi. Ça, c'est assez précis. On essaye de ne pas faire d'hypothèse. Donc on ne va pas se dire, il y a plusieurs consciences. Parce que chacun d'entre nous, il dit, ben moi je suis la conscience, j'ai conscience d'un univers. Ça s'arrête là. Je ne peux pas constater autre chose que ça. Je suis conscience d'univers. Ça ne veut pas dire qu'il y a un univers. Je suis conscience d'un univers. Ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs consciences. Je suis conscience et je ne peux pas dire autre chose. Donc je ne fais pas d'hypothèse. Donc je m'en tiens là. Et avec ça, je peux tout expliquer parce que je n'ai pas fait d'hypothèse. Alors que si je fais en plus des hypothèses, c'est fini, je ne peux plus rien expliquer. Je suis perdu si je fais des hypothèses. Donc la conscience, les deux personnes qui ont donné une expression dualiste, une définition dualiste, c'est à peu près ça. C'est-à-dire la conscience, c'est le fait d'avoir le sentiment, le ressenti, qui est quelque chose qui n'est pas soi, qui est extérieur, on disait un miroir, peu importe. Mais je n'ai pas l'impression d'être tout. C'est ça qu'il faut repérer. C'est ça qu'il faut regarder en face. Être conscient, c'est avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas soi. Alors que de toute évidence, c'est soi. Mais évidemment, puisque tout ce dont j'ai conscience est forcément dans ma conscience. Donc si c'est dans ma conscience, c'est moi. Je suis cette conscience. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a jamais eu personne d'autre. Il n'y aura jamais personne d'autre. Il n'y a que je suis. Et vous le savez aussi, parce que vous avez déjà étudié des choses dans la spiritualité, dans tout ça. Vous le savez très bien. Mais on essaye de fuir ça. On essaye d'y échapper pendant un certain temps. Puis au bout d'un moment, on laisse aller, on ne veut plus y échapper. Et bien à ce moment-là, on est éveillé. C'est pas compliqué. Il suffit de plus avoir peur. Et de quoi avoir peur, puisqu'il n'y a que ça? Vous n'allez pas avoir peur de vous-même, pas avoir peur de la seule chose qui soit. C'est pas possible. Donc il y a, je veux dire il y a un phénomène, quelque chose, qui consiste à considérer qu'il y a des choses qui ne sont pas soi et qu'il y a soi au milieu. Parce que tout le monde a l'impression d'être au centre de l'univers. S'il y a quelqu'un qui n'a pas l'impression d'être au centre de l'univers, il lève la main. Vous avez l'impression d'être au centre de l'univers? Oui. Oui. Donc vous avez l'impression que, quelles que soient les dimensions, les directions, vous êtes toujours au centre. C'est-à-dire que dans toutes les dimensions, vous ne pouvez pas dire ça s'arrête là. Ah, ici, ça s'arrête là. Mais là-bas, non, ça continue. Non, vous ne pouvez pas. Partout, c'est pareil, vous êtes toujours au centre. Donc la conscience, c'est le fait de se sentir au centre de quelque chose qui n'est pas du tout quelque chose, qu'il a fini. J'ai l'impression d'être le centre de l'infini, puisqu'il n'y a pas de limite.
Je ne peux pas dire ça s'arrête là. Non, ça ne s'arrête pas. Où que je sois, je vais toujours dire je suis au centre de l'infini. Donc, vous voyez quelque chose? Mon trait n'est pas assez épais? Dans le fond, vous voyez quelque chose du rond? J'ai fait un petit point au milieu et un grand rond autour. Bon, je figure l'infini comme je peux, hein. Je ne vais pas vous faire un dessin infini, ce ne serait pas facile, on n'aura peut-être pas le temps. Mais on a l'impression d'être au centre de l'infini. Alors qu'on n'est pas au centre de l'infini. Personne d'entre nous n'est au centre de l'infini, c'est pas vrai? Puisqu'on est tout. Donc vous êtes tout ça. On est d'accord? C'est de la pure logique, c'est de la pure évidence. Il n'y a pas à tourner autour du pot. Il n'y a pas de langue de bois à avoir. Je suis tout, j'ai l'impression de ne pas être tout. Ça, c'est la conscience. Le tout a l'impression de n'être rien. Le zéro au centre de l'infini. Curieux. Paradoxe. Ça, c'est un paradoxe, c'est clair. C'est pas parce que c'est un paradoxe que c'est contradictoire. Et c'est pas parce que c'est un paradoxe qu'on ne peut pas le résoudre. Le tout n'a pas l'impression d'être rien. Comment? Le tout n'a pas l'impression d'être rien. Il a l'impression d'être rien. Ah, il a l'impression. Oui. Le tout, puisque vous êtes le tout. Vous êtes le tout, puisque la conscience, tout ce dont vous avez conscience, est dans votre conscience. Donc, quoi qu'il y ait, quelque univers que ce soit, peu importe la forme, peu importe quand, c'est toujours soi. Donc, il n'y a pas d'autre tout que soi. Mais vous avez l'impression d'être au centre. Curieux. Et au centre de l'infini, c'est évidemment zéro. Parce qu'en réalité, quand vous allez au fond de vous-même, et ça c'est aussi une question de méditation, de travail sur soi, de recherche d'intériorisation, vous arriverez bien à un moment à vous dire « Oh, j'ai réussi à évacuer toutes mes pensées, mon corps, c'est pas moi, mes pensées, c'est pas moi, machin, c'est pas moi. » Qu'est-ce qui reste? Rien. Rien. Zéro. En fait, c'est pas vrai, parce que quand c'est le zéro, on dit, mais alors je suis le tout. Ben oui, c'est ça qu'ils disent les grands sages. Ça y est, j'ai compris, je suis tout. Donc je ne vais pas me réincarner, tout ça, c'est fini ce temps-là. Ce que être rien, se reconnaître rien, c'est se reconnaître tout. Et c'est le seul moyen. Parce que lorsque je vous dis, vous êtes le tout, ça reste du domaine du mental. Et ça restera toujours du domaine du mental, parce que vous ne pourrez jamais imposer à votre mental l'idée que vous êtes tout. Enfin, l'idée, si, en tant qu'idée, oui. Mais ce ne sera jamais une sensation, ce ne sera jamais une réalité. Ce sera toujours un concept. Je mélange les deux, il y a des concepts, il y a des expériences dans tout ça. Par contre, l'expérience, elle consistera à aller au centre. Pas à s'étendre à l'infini, à aller au centre. À se concentrer vers l'essence de soi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Tout évacuer, enlever les pelures de l'oignon, jusqu'à ce qu'il y ait... Ah ben il n'y a plus de pelures d'oignon, il n'y a plus d'oignon. Et à ce moment-là, on se rapproche de cette sensation du tout. Et on se dit, bah, j'avais raison, ma démarche était la bonne. Effectivement, je ne peux pas avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans ma conscience. Effectivement, je n'ai pas besoin de faire l'hypothèse d'un univers. Parce qu'une fois que vous avez distingué, saisi la réalité de cette dualité, répulsion-attraction. Pourquoi je dis répulsion-attraction? Parce que lorsque vous êtes conscient et que vous êtes le tout et que vous croyez au centre, mais vous êtes le phénomène de répulsion qui repousse tout. Vous repoussez la totalité de l'univers à l'extérieur de vous. La conscience, c'est la répulsion. Rien d'autre. Je dis ça parce que tout à l'heure, je vous ai parlé d'énergie magnétique. Ok. Mais votre réalité, c'est pas d'être le centre. Ça, c'est l'apparence. Votre réalité, c'est d'être tout. Il n'y a pas besoin de l'avoir compris. C'est la nature, c'est vous-même. Vous êtes tout. Donc, si vous avez l'impression de ne pas être tout, ce qui est le cas de tout le monde, on a tous l'impression d'être quelqu'un et non pas tout, c'est-à-dire d'être quelque chose, on n'a pas l'impression d'être rien. Hein.
Personne d'entre nous a l'impression d'être rien. Il faudra vraiment beaucoup, beaucoup de travail, et encore, on n'arrivera jamais à être complètement rien. Il y aura toujours un bout d'ego, il y aura toujours quelque chose. Une partie de l'infini qu'on s'approprie, en se disant, ça c'est moi. Et donc, cette impression que j'ai d'être quelque chose, évidemment, je vous le dis tout de suite parce que comme ça, ce sera fait. Si on n'a pas le temps après, ce sera fait. À partir du moment où je me définis comme une partie du tout, alors je définis mon univers. Tout ce que je considère comme n'étant pas moi. D'accord? Mais supposez que ça, ce soit Franck. Et que ça, ce soit... Comment vous appelez? Raja. Raja. Et ça, c'est Raja. C'est-à-dire que Franck, il s'identifie à cette partie-là. Et Raja, elle s'identifie à cette partie-là. Et bien, à partir de là, Raja définit son univers comme ceci. C'est-à-dire tout ce qu'elle considère comme n'étant pas elle. Et chacun d'entre nous, on fait exactement la même chose. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on est un ego qui se considère plus ou moins comme le tout, un petit peu plus, un petit peu moins, c'est-à-dire qui s'identifie à plus ou moins de mémoires. Ce sont des mémoires, l'ego ce sont que des mémoires. On peut appeler ça de l'information, des choses akashiques, peu importe. On s'identifie à quelque chose. Et en s'identifiant à quelque chose, on définit l'univers auquel on ne s'identifie pas. Et donc, pour ne pas s'y identifier, auquel on ne s'identifie pas. C'est-à-dire que je fais partie de cet univers auquel vous ne vous identifiez pas. Vous croyez être vous-même, et avec votre ego correspond un univers précis, défini, dont Franck fait partie. Et ce processus, c'est le processus créateur. C'est cela qui engendre les univers. C'est le fait de se définir comme n'étant pas nul. Si j'étais consciemment zéro, alors je serais consciemment infini, et donc il n'y aurait pas de conscience. Il n'y a conscience que parce que je ne suis pas, je ne me crois pas rien, je me crois quelque chose, et donc en me croyant quelque chose, je définis l'univers qui est mon complémentaire, ce que j'appelle créer l'univers. Et cet univers, je ne peux le percevoir que matériel, parce que si je ne le percevais pas matériel, rien ne m'empêcherait de fusionner avec. Je ne peux pas fusionner avec ça, parce que je ne corresponds pas au besoin de contenir ça. J'ai besoin d'être Franck et de jouer le rôle de Franck. J'ai besoin de jouer le rôle d'un certain ego, et je le joue. Et donc le reste, ce n'est pas moi. Et donc ça, si ce n'était pas perçu sous forme de matière, c'est-à-dire sous forme de quelque chose qui résiste et qui m'empêche d'être libre en fait, eh bien, ça voudrait dire que je fusionne avec, et donc que je suis infini, et donc que je suis tout, et donc que je suis rien. Et cela est impossible. Cela est impossible. Oui, mais ce n'est pas parce qu'il n'y aurait plus de conscience que c'est impossible. C'est parce que l'infini est impossible. Il n'y a pas d'infini, il n'y a jamais eu d'infini, il n'y aura jamais d'infini. Ça, c'est le concept fondamental, l'infini, c'est le concept fondamental de la métaphysique. C'est la même chose que le néant. Et je m'en explique. Je vais un peu vite en besogne, je sais, c'est compliqué pour vous certainement d'assimiler tout ça, mais on n'a pas beaucoup de temps, donc c'est pas très facile. Mais méditez sur le concept d'infini, vous aurez la solution à toutes vos questions. C'est le concept d'infini qui compte.
Et je vous affirme une chose, vous le démontrerez si vous avez le temps, l'infini est forcément nul. Qui est d'accord avec ça, qui n'est pas d'accord avec ça? Le néant est l'infini, non? L'infini est forcément nul. Mais il est nécessaire et impossible. Ça, c'est autre chose. Mais l'infini est nul. Vous réagissez comment quand je vous dis ça? Lui, ça lui paraît évident. Ok, mais il le connaît depuis 20 ans. Vous, quand vous me connaîtrez depuis 20 ans, ça vous paraîtra évident aussi, vous inquiétez pas. J'espère. Comment? Oui, pourquoi est-ce que l'infini est forcément nul? Parce qu'il n'y a pas de nom. Il n'y a pas d'opposition. Comment? J'attends la bonne réponse. Comment? Bon, l'infini est forcément nul. C'est vrai, s'il est infini, c'est qu'il n'est pas défini. Et pour être défini, il faut être quelque chose. Et s'il est infini, il n'est pas quelque chose. Si vous êtes infini, vous ne pouvez pas être défini. C'est incompatible. Ou vous êtes fini, ou vous êtes infini. Et l'infini ne peut pas être quelque chose. Alors s'il ne peut pas, je suis d'accord, mais s'il ne peut pas, je vais plus loin, s'il ne peut pas être quelque chose, ben alors il est forcément rien. Donc l'infini, s'il est... Rien, c'est l'absence de quoi que ce soit, c'est l'absence absolue. Le néant, si vous voulez, c'est pas le néant. Mais l'infini, c'est le néant, forcément. L'infini ne peut être que néant. Si vous trouvez que c'est une révolution religieuse, je veux bien, mais il ne faut pas m'emmener tout de suite sur un bûcher. On a encore à faire. Comment? Qu'est-ce qu'il y a dans le néant? Tout à l'heure, on parlait du tarot avec un monsieur, et je lui disais, le battleur, c'est l'infini des possibles. Le néant, c'est l'infini des possibles, mais ce n'est pas l'infini des possibles, parce que c'est rien. Il n'y a rien. Mais le fait que tout soit possible fait que tout s'annule aussi. Mais le plus important, c'est que c'est pas ça l'important. L'important, c'est que si infini il y a, alors cet infini est néant. Vous ne pouvez pas avoir un infini quelque chose. Vous ne pouvez pas avoir une énergie infinie. Vous ne pouvez pas avoir un amour infini. Vous ne pouvez pas avoir une conscience infinie. Vous ne pouvez pas avoir un Dieu infini. C'est impossible. L'infini, s'il est infini, est nul. Par contre, l'espace, le temps, l'amour, la conscience, tout ce que vous voulez, est sans limite. Ça n'a rien à voir. C'est sans limite. C'est-à-dire qu'il est libre. Il peut toujours y rajouter quelque chose. Mais ce n'est pas quelque chose. C'est un potentiel. Comment? L'infini est forcément équivalent au néant. Si l'infini était, alors ce serait le néant. Si l'infini était, alors il serait le néant. Et c'est parce qu'il n'est pas, et parce qu'il ne peut pas être, que nous sommes là, et que tous les finis existent, et que tous les univers existent, et que tous les égaux existent, et qu'on est 100 dans cette pièce. À croire, d'ailleurs, qu'on est tous dans la même pièce, on est les seuls, parmi 7 milliards d'individus, on est les seuls en ce moment, on est les 100 seuls, à croire qu'on est dans cette pièce entourée de ces tableaux. Et chacun est une relation à l'infini différente. Et toutes ces relations à l'infini différentes sont absolument nécessaires. Pourquoi? Pour constituer un infini qui n'est jamais réalisé. Comme disait Noël tout à l'heure, l'infini est une nécessité, mais c'est aussi une impossibilité. Et c'est ça le paradoxe de l'être. L'être est et sera éternellement, et c'est la preuve que la conscience est éternelle d'ailleurs, vous le comprendrez si on n'a pas le temps de le dire, c'est la preuve certaine que la conscience est éternelle, qu'elle ne peut pas avoir de commencement et qu'elle ne peut pas avoir de fin. Par contre, toutes ces formes ont un commencement et une fin. Toutes les limites auxquelles elles s'identifient ont forcément un début et une fin. Mais la conscience, elle n'en a pas. L'infini est une nécessité absolue et c'est une impossibilité absolue. Et cela est la clé de toute la connaissance. Lorsque vous assimilez cela, c'est terminé, vous n'avez plus aucune question à vous poser, ni dans le domaine
physique, ni dans le domaine métaphysique, ni dans le domaine psychologique. Dans aucun de ces domaines, oui, dans aucun de ces domaines, vous ne pouvez avoir encore de questions. Si vous dites, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce que le paradis existe? Est-ce que l'astrologie est vraie? Est-ce que, je ne sais pas quoi? Vous posez un tas de questions. Toutes ces questions, vous tirez le fil d'Ariane, et vous avez la réponse. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Simplement parce que vous avez reconnu et regardé en face le paradoxe de l'être qui est en même temps le paradoxe du néant. C'est la même chose. C'est le même paradoxe qui est le paradoxe de l'être et le paradoxe du néant. Ce paradoxe, il est simple. L'infini, l'infinitude, est une nécessité absolue et c'est en même temps une impossibilité absolue. En quoi est-ce une nécessité absolue? Bien, c'est une nécessité absolue de pure évidence, puisqu'il y a forcément un tout, et peu importe quel est ce tout, qu'on appelle ce tout Dieu, que ce soit l'esprit, que ce soit l'univers, que ce soit l'espace-temps, peu importe quel est ce tout, il y a forcément un tout. Et ce tout est forcément infini, parce que s'il n'est pas infini, alors c'est qu'il y a autre chose et donc que ce n'est pas tout. Donc vous ne pouvez pas sortir de cela. C'est une certitude absolue. C'est comme ça qu'on construit la science, et que c'est comme ça qu'on construit la connaissance, c'est en s'appuyant sur du certain et pas sur de l'hypothétique. Vous avez la certitude absolue que l'infini est une nécessité. Mais c'est seulement une nécessité et certainement pas une réalité, parce que c'est impossible. Il ne peut pas y avoir d'infini. Je vous pose la question, je la pose souvent d'ailleurs, est-ce qu'il existe un nombre infini? Est-ce que quelqu'un peut me dire, voilà, ça c'est l'infini, c'est le nombre infini? C'est pour illustrer les choses, c'est pour que ce soit plus simple à comprendre. Non, vous ne pouvez pas dire, voilà le nombre infini, parce que si vous disiez ça, ça voudrait dire qu'il est fini. Or, par définition, si c'est infini, on peut toujours en rajouter, on peut toujours rajouter un nombre. D'accord? Il n'y a pas de nombre infini, ok? C'est une autre façon de dire que l'infini est impossible, c'est la même chose. Maintenant, autre question. Est-ce qu'il y a une infinité potentielle de nombres? Oui, bien sûr. Il y a une infinité potentielle de nombres. Mais ce n'est qu'un potentiel, ce n'est jamais une réalité. Eh bien, l'univers, c'est ça. C'est un potentiel qui tout le temps se découvre sans jamais être une réalité. Et ce n'est jamais une réalité. Et vous pouvez le vérifier tout de suite que ce n'est pas une réalité en vous posant la question, combien de temps dure l'univers? Combien de temps dure la conscience? Pas du tout. La conscience n'est pas infinie. Elle est potentiellement infinie. Elle est sans limite. Mais elle n'est pas infinie. Elle est nulle. L'instant présent est nul et il n'y a que dans l'instant présent que vous avez conscience. Donc la conscience que vous avez de l'univers maintenant, la seule réalité qui soit, est une nullité absolue. L'instant présent n'a pas de durée. Sinon, ce n'est pas l'instant présent. Cet instant présent, c'est la seule réalité que vous pouvez percevoir de l'univers. C'est dans l'instant présent. Il n'y a pas de réalité de l'univers hors de l'instant présent. Or, il ne peut pas y avoir d'univers, puisqu'il est nul, puisqu'il est dans le présent. Il est présent, donc il n'est rien. Donc, vous savez que ce n'est pas une réalité. Par contre, vous observez autre chose, et c'est quand même très intéressant à observer, en général on ne le fait pas. Tout change tout le temps. Cette conscience que vous avez de l'univers à chaque instant, elle est différente. On n'a pas la même conscience maintenant qu'il y a 5 minutes. Hein? Cela change tout le temps. Et c'est pourtant tout le temps fugace. Il n'y a jamais un moment où vous pouvez dire, ça y est, je tiens la conscience, elle est là, elle mesure tant, elle dure tant, elle pèse tant. Non. Il n'y a pas. C'est nul. Cette réalité est nulle. Et pourtant, c'est la seule réalité. Ben ça, c'est quand même le plus intéressant. Et c'est la chose que vous ne pouvez comprendre que si vous comprenez le paradoxe du néant. Le paradoxe du néant, c'est cet infini qui ne peut pas ne pas être et qui pourtant ne peut pas être. Nous en sommes le résultat.
le fait de l'évolution de l'univers, de tous les univers, de tout ce que vous voulez, le fait que nous soyons en évolution permanente, le fait que nous soyons en train de réfléchir et d'échanger des idées pour essayer d'évoluer, c'est pour ça qu'on en discute. C'est pour évoluer, c'est pour changer notre univers, tout le temps, on veut changer. On sait qu'on va changer notre univers et de toute façon on ne peut pas faire autrement, on va le changer. Et même si on ne réfléchit pas, on va comprendre de nouvelles choses. Et même si on ne veut surtout pas évoluer, la vie va se charger de nous faire évoluer. Parce qu'on va vers l'infini. Parce que l'infini est une nécessité. Et ce n'est jamais une réalité. Donc on y va tout le temps. Donc éternellement, on ira vers l'infini sans jamais l'atteindre. Je suis à la recherche de Dieu, comme tout le monde. Comme tout l'univers est à la recherche de Dieu. Les papillons, les fleurs, tout ce que vous voulez. Les particules atomiques sont à la recherche de Dieu, mais comme elles ne peuvent pas faire l'unité, elles se tournent les unes autour des autres. Et bien les planètes, c'est pareil. On veut faire l'unité, mais on ne peut pas faire l'unité de toute la matière et de tout l'univers. Ce n'est pas possible, puisque l'infini est impossible. Donc, l'univers est discontinu. Les univers sont discontinus. Tout est discontinu. Et donc, tout cherche à s'unir sans jamais pouvoir le faire. Et c'est ce qu'on passe notre temps à faire. On essaye de s'unir. Et si on discute en ce moment, c'est pour essayer de s'unir, justement. Pour s'apercevoir qu'on a les mêmes ressentis, les mêmes souffrances, les mêmes idées, les mêmes choses comme ça. Et de se dire, ah ben non, je ne suis pas d'accord, etc. Ben oui, mais en réalité, si on n'est pas d'accord, c'est qu'on est d'accord, puisqu'on cherche tous les deux la vérité. Donc on est d'accord. Et en plus, c'est vrai. Donc, on passe notre temps, nous sommes la manifestation de ce paradoxe du néant. Et nous sommes rien d'autre. La conscience est la manifestation de ce paradoxe du néant, mais pas la conscience toute seule. La conscience plus son complémentaire qui nous permet d'arriver à l'esprit, comme disait monsieur tout à l'heure. Parce que l'esprit, ce n'est pas que la conscience. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que la conscience dans l'esprit? Exact. C'est la contrepartie de la conscience. L'amour est la contrepartie de la conscience. Et vous avez déjà compris pourquoi. Je vous ai déjà dit pourquoi. Je vous ai dit la conscience, c'est la répulsion. Ben oui. Bien sûr. C'est la répulsion parce que... Qu'est-ce que c'est que la répulsion? C'est le fait que l'infini n'est pas possible. Et donc il repousse tout le temps. Il est toujours plus loin, l'infini. On ne peut jamais l'attraper. Mais on y court. Il ne reste pas toujours au même endroit. On passe son temps à essayer de se rapprocher de l'infini. On est tous à la recherche de l'infini. C'est pour ça qu'on est des êtres humains aujourd'hui, c'est parce qu'on cherche à être infini. Et qu'hier, on cherchait déjà à être infini, mais on n'était pas des êtres humains. Et demain, on ne sera plus des êtres humains et on continuera de chercher à être infini. Parce qu'on n'arrivera jamais à être infini. C'est-à-dire Dieu, entre guillemets. On y va. Dieu est le but de l'univers. Ce n'est pas son origine. Dieu ne peut pas être l'origine de l'univers. Il ne peut être que son but. Et c'est parce que c'est son but que l'univers est énergie. Seul un but donne de l'énergie, engendre de l'énergie. Il n'y a pas d'énergie sans but. Quand vous n'avez pas de but, vous déprimez, c'est fini, vous n'avez plus d'énergie. Et puis vous allez voir un thérapeute qui dit « Mais c'est ça que tu aimes, c'est ça qu'il faut que tu fasses. » Et tout de suite, vous retrouvez votre but, vous retrouvez votre énergie. Et bien l'univers, c'est pareil. L'univers est une grande énergie parce que l'univers est un grand but. Ce but, c'est l'infini. Il n'y en a pas d'autre. Comment? C'est Dieu? On peut l'appeler Dieu si on veut, puisque c'est quelque chose qui n'est pas accessible, qui est potentiellement infini, et qui est créateur. Puisque c'est ce but infini, impossible, qui est créateur. Mais comprenez bien qu'il n'est créateur que parce qu'il est impossible. S'il était possible, ce serait l'infini, ce serait le néant, il n'y aurait rien. Il est créateur parce qu'on y va. Et que pour y aller, tous les finis deviennent nécessaires. Tous les finis deviennent nécessaires pour la constitution de l'infini, sans jamais l'atteindre. Donc éternellement, il y aura évolution sous des formes tout le temps changeantes, en permanence. À chaque instant, vous recréez la totalité d'un univers en étant conscient d'être autre chose que ce que vous étiez l'instant précédent. Mais à chaque instant, c'est un nouvel univers pour vous. Et c'est un nouvel univers pour tout le monde. Et tous ces univers sont absolument indispensables. Chaque univers
est absolument indispensable parce que vous ne pouvez pas retirer un numéro dans l'infini. Vous ne pouvez pas dire, ah ben c'est l'infini, mais j'enlève le 125. Ben, c'est plus l'infini. Vous ne pouvez pas non plus dire, il y a 2 fois le 125 et c'est quand même l'infini. Non, non, non. Vous avez le 125, vous avez le 126, vous avez le 127, mais vous n'avez pas 2 fois le 125 et vous ne passez pas du 124 au 126. Ce ne serait pas l'infini. Vous comprenez ce que je veux dire? L'infini, parce qu'il est une nécessité, exige tous les finis. Et c'est pour ça qu'il y a toutes les façons d'être conscient. Et donc tous les univers personnels. Et nous sommes chacun un de ces univers personnels qui est toujours à la recherche de son infinité et qui est donc toujours à la recherche de l'amour. L'amour, c'est le fait de vouloir devenir plus infini. J'essaye d'intégrer le monde extérieur, j'essaye d'intégrer les autres. Mes particules atomiques, il y en a une qui passe là, elle est capturée par l'autre qui est un peu plus grosse là, elle se met à tourner autour, elle voudrait bien tomber dessus mais elle ne peut pas. Pourquoi elle ne peut pas? Parce que si elle pouvait tomber dessus, si c'était la gravitation qui régissait l'univers, ce qu'il faut, eh bien elle tomberait dessus un jour ou l'autre. Et ce n'est pas le cas. Les planètes, les étoiles ne tombent pas les unes sur les autres, elles ne tomberont jamais les unes sur les autres. Cette histoire que les trous noirs, ce sont des chutes, c'est pas du tout ça, ça n'a rien à voir. On ne veut pas rentrer dans tous ces détails, c'est pas le problème. Mais on se tourne autour parce que d'une part, on veut s'unir, mais d'autre part, on ne veut pas s'unir. Vous avez déjà remarqué ça? Mais oui, mais toute votre psychologie, toute votre vie sentimentale et autres, c'est le plus important, tout cela ne dépend que de cette dualité que vous êtes. Nous sommes cette dualité. Je veux être infini, je ne veux pas être infini. Je ne veux pas être infini, c'est-à-dire que je suis la conscience qui perpétuellement place l'infini à l'extérieur ou maintient l'infini à l'extérieur et donc se donne une impression matérielle parce que d'un côté je veux, de l'autre côté je ne veux pas et là où ces deux volontés se rencontrent, j'ai une impression de la particule atomique. C'est là que se trouve la matière, l'illusion de matière, l'apparence de matière dans la conscience. C'est là où je ne veux pas, où je me dis stop. Si je vais plus loin, il n'y a plus de limite. Donc je m'arrête là. Et puis un autre, il va dire stop ici. Et si je vais plus loin, ça ne va pas. Et l'autre, il va dire stop ici. À chaque instant, tout le monde se définit. Tout le monde se délimite à un ego et ne veut pas aller plus loin. Et donc s'incarne, se donne une incarnation physique qui lui permet de ne pas s'unir au monde. Et pourtant, il ne demande que ça. Il veut être infini. Il veut devenir infini, il veut s'unir au monde. C'est l'amour. Et on fait tout pour ça. Et on passe le temps à vouloir intégrer le monde tout en faisant tout pour ne pas s'unir au monde. C'est important pour comprendre tous les problèmes psychologiques que vous pouvez rencontrer dans votre existence, tous les problèmes relationnels que vous pouvez rencontrer dans votre existence. C'est important de comprendre cette dualité de l'être. D'un côté je veux, de l'autre côté je ne veux pas. D'un côté je veux m'unir à l'infini, et de l'autre côté, surtout pas, c'est impossible. Et il faut remarquer une autre chose. Tout ça je l'explique dans les bouquins Guéris-toi toi-même, tout ça. Il faut être conscient d'une autre chose. C'est que la conscience ne peut être consciente que de l'amour. Elle ne peut pas être consciente de la répulsion. Tout simplement parce que c'est la répulsion qui engendre la conscience. C'est l'impossibilité qui fait la dualité. Et ce n'est qu'une fois qu'il y a dualité qu'il y a conscience. Donc la conscience n'est jamais consciente de son origine. Elle a l'impression de débarquer là. Ah, il y a un univers, qu'est-ce que je fais avec? Il faut que je l'aime. Mais elle n'a aucune conscience de pourquoi elle est là. Et pourquoi il y a un univers à l'extérieur à aimer. Et elle se pose toute sa vie la question, comment je vais faire pour aimer cet univers? Pourquoi il y a un univers? Pourquoi j'arrive pas à l'aimer? Et ainsi de suite. Parce que la conscience ne peut pas avoir conscience de ce qu'il engendre, vous comprenez bien? C'est impossible. Elle ne peut que avoir conscience après, une fois qu'elle est engendrée. Et une fois qu'elle est engendrée, il n'y a plus qu'une chose, c'est l'amour. Donc tout est toujours de l'amour. Et quoi que je perçoive dans mon univers, c'est toujours de l'amour. Il n'y a que ça. Il ne peut pas y avoir autre chose que de l'amour dans mon univers. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est illusion, tout ce qui est physique, tout ce qui est apparent, est forcément de l'amour.
La conscience, elle est hors de toute conscience, bien entendu. La conscience, le processus de conscience est hors de toute conscience. Quand vous avez compris ça, vous ne vous posez plus de questions sur vos relations, sur plein de choses, mais vous avez tout le temps de vous en apercevoir, parce que ça peut bouleverser, transformer vos vies de fond en comble, ces choses-là. C'est fait pour ça d'ailleurs. La métaphysique, comme toute philosophie, c'est fait pour être heureux, c'est fait pour se résoudre ces problèmes. Sinon, ça ne sert à rien. On ne fait pas de la philosophie pour le principe ou pour faire beau, pour décorer. Non, non, on fait de la philosophie parce que on en ressent le besoin profond. J'ai besoin d'aimer, je ne sais pas pourquoi j'ai besoin d'aimer, mais je veux savoir pourquoi. Et voilà. En tout cas, moi, c'était mon problème. Comment ? Vous avez dit pourquoi, il dit parce que je l'aime. Oui, oui, oui. Mais pourquoi j'aime ? Pourquoi j'aime ? Parce qu'elle me plaît. Pourquoi je t'aime ? Elle est beau, elle est belle. Je ne peux pas faire autrement. À partir du moment où je suis conscience, et je suis toujours conscience, je ne peux pas faire autre chose que d'aimer. C'est impossible. Je peux avoir l'impression, je peux me dire, oh ben j'ai des haines, j'ai des jalousies, j'ai des concurrences, j'ai tout ce que vous voulez. Ça, c'est toujours de l'amour. Ça reste de l'amour. C'est d'autres formes de l'amour un peu plus bizarres, mais c'est toujours que de l'amour. Non, mais c'est vrai. Vous pouvez ça s'analyse très facilement. Moi, évidemment, je ne dirais pas on est entouré d'amour. Ça voudra dire qui ? Moi, Franck, oui. Franck est entouré d'amour, évidemment, il n'y a que ça. Mais je ne suis pas Franck, je suis la conscience qui se croit Franck pour l'instant. Je n'ai pas toujours cru Franck, et ce ne sera pas toujours Franck. Hein. Franck, c'est en ce moment parce que ça me convient. Un jour, il n'y aura plus de Franck. Si il y aura toujours... Dualité, Comment ? Si vous êtes en dualité, comme on peut supposer, oui. vous êtes amour. Mais bien sûr. Bien sûr. Moi aussi, je ne peux pas avoir conscience d'autre chose que de l'amour. Même quand j'ai envie de mettre une baffe à quelqu'un, c'est de l'amour. C'est parce que je lui ai dit, tu n'arrives pas à être ce que je voudrais pour pouvoir t'aimer, parce que moi je me limite dans ma façon d'aimer, puisque je ne suis qu'une partie de la... Je ne peux pas aimer plus que ça. Donc, s'il ne correspond pas à ce que j'ai besoin, je ne suis pas content. Et je vais essayer de le secouer, pour dire, deviens ce que je pourrais aimer. C'est de l'amour. Vous opposez à ce que la dame vient de dire. Je ne m'y oppose pas. Je dis que le dire... Vous opposez, mais... Je dis le dire veut dire, je me définis comme la personne. Ce qui n'est pas grave, tout le monde se définit comme une personne de toute façon. Mais si on veut comprendre les choses, c'est en ne se définissant pas comme une personne, en se définissant comme l'être. C'est-à-dire, je suis, quand je dis je suis Franck, il y a je suis, il y a Franck. Franck, c'est provisoire. Et je suis, c'est éternel. Et c'est pas la même chose. Il faut bien les distinguer. C'est distinguer l'ego et le soi. C'est fondamental. C'est même la base de la spiritualité. Tant qu'on fait confusion entre l'ego et le soi, il y a tous les dangers. Toutes les folies passent par la confusion entre l'ego et le soi. Mais il y a un moment où ça devient clair. Il y a l'ego et il y a le soi. Je ne suis pas l'ego, mais je joue à l'ego. Je ne peux pas faire autrement que de jouer à l'ego parce que je ne suis conscient qu'à la périphérie de mon être, c'est-à-dire là où je m'oppose à l'infini. Et je ne m'oppose à l'infini que là, au niveau de la membrane qui m'entoure. C'est ma peau, c'est mon corps, ce que je considère comme étant moi. Ça, c'est là que j'ai conscience. Et partout ailleurs, je n'ai pas conscience. Cette conscience, elle contient plein de choses, mais je ne suis pas conscient de mes mémoires, ou très peu. Je suis conscient un petit peu de ce que je contiens, de ce qui est... oui, de ce que je contiens. Mais je ne suis conscient que là où je m'oppose à quelque chose en considérant que ce n'est pas moi, bien que ce soit moi. Et donc, ça c'est ce qu'on appelle l'ego. Cette membrane qui me sépare des autres, c'est ce que j'appelle l'ego. Et il est absolument essentiel de ne pas s'identifier à cet ego. C'est essentiel. Je ne suis pas du tout cet ego, je suis tout. Je suis aussi bien mon subconscient, c'est-à-dire mes mémoires, ce que je contiens en tant qu'ego, que ce que je ne contiens pas encore en tant qu'ego, et qui est tout le reste des univers
auquel je ne me suis pas encore identifié, mais auquel, petit à petit, je m'identifierai, parce que je m'y identifie de toute façon via les autres personnes qui sont... Je délègue le je, le vrai je, le soi, délègue à tout le monde le rôle de se croire tel ou tel ego. Mais c'est toujours le même soi, c'est-à-dire que c'est le même soi qui anime Franck, qui anime toutes les personnes qui sont là. Chacun est le même soi, mais ce n'est pas la même personne. Il faut bien distinguer ce qui en moi est conscience, le phénomène de conscience lui-même, et ce à quoi cette conscience s'identifie ici et maintenant. Si je veux progresser spirituellement, indispensable que je ne confonde pas ce à quoi je m'identifie, là où je m'oppose à l'infini, et ce que je suis réellement. Ce que je suis réellement contient potentiellement l'infini, a vocation à devenir infini, et n'est pas du tout la membrane qui me sépare et qui n'est que matière. Pour s'unir avec le monde extérieur, ce qui est notre vocation, notre besoin permanent, c'est beaucoup plus facile à partir de gens qui nous ressemblent ou à partir de gens qui sont notre complément, et donc qui ne nous ressemblent pas du tout. Dans les deux cas, on a tendance à trouver des atomes crochus parce qu'on est tout le temps à la recherche de l'unité. Donc comme on est tout le temps amour, on est tout le temps à la recherche de l'unité, les alter-ego, tout ça, ça facilite le travail. Mais il n'empêche que ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, c'est ne pas du tout chercher son alter-ego. Pas du tout. Ce n'est pas non plus chercher l'amour passionné. Pas du tout. C'est, peu importe quelle est la forme de l'univers à l'extérieur, je sais que c'est moi, donc je l'aime. Ben, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe lorsque vous quittez votre corps? Vous n'avez plus cette membrane à laquelle vous pouvez vous identifier. Elle disparaît. Bon, parce qu'elle est usée, parce qu'elle a plus lieu d'être, peu importe. Ben, qu'est-ce qui se passe? Vous avez tendance à devenir plus infini. Évidemment, vous n'êtes plus retenu et la nécessité, c'est l'infini. Donc vous avez tendance à partir dans l'infini. À avoir plus conscience d'être infini. Évidemment, dans cette circonstance-là, qui est ce qu'on appelle l'au-delà, vous allez vous retrouver en contact avec des univers, vos futurs, en quelque sorte, des façons d'être que vous n'avez pas encore expérimentées, mais que vous avez vocation à expérimenter un jour ou l'autre. Vous ne faites pas le chemin inverse. Quand vous mourrez, ce n'est pas vos mémoires, ce n'est pas votre subconscient. Le subconscient, c'est ce qu'en psychologie, en tout cas, on appelle ça, c'est la partie de nous-mêmes à laquelle qui peut devenir consciente, mais le véritable inconscient, c'est celui-là. L'inconscient, c'est à l'extérieur, et le subconscient, c'est à l'intérieur. Ce qu'on appelle, pour faire une analogie avec ce qu'on dit en psychologie habituellement. Donc, lorsque vous mourrez, vous n'avez plus cette membrane à laquelle vous raccrochez, qui vous oppose, qui vous empêche d'être infini, donc pouf, vous devenez infini. Mais pas complètement, vous ne pouvez pas être complètement infini. Vous allez plus ou moins loin. En fonction de quoi? En fonction de l'état dans lequel vous êtes spirituellement au moment de votre mort. C'est-à-dire, vous êtes plus ou moins, vous avez distingué plus ou moins le soi de l'ego, et donc, vous allez pouvoir partir plus ou moins loin vers l'infini. Si au contraire vous étiez extrêmement accroché à votre ego et donc que vous restez identifié aux corps qui sont un peu moins subtils comme le corps éthérique, le corps astral, enfin le corps émotionnel, tout ça, vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous avez perdu votre corps physique, mais vous êtes encore accroché au corps émotionnel ou à un corps ou au corps mental. Bon, vous n'allez pas plus loin. Donc vous restez bloqué dans certaines sphères comme ça. Mais si au contraire, au moment de la mort, vous étiez déjà détaché par rapport à cet ego, en vous disant cet ego, ce n'est pas moi, cet ego est indispensable, parce que c'est grâce à cet ego que je peux aimer, que je peux faire mon expérience, etc. C'est un outil, mais en aucun cas ce n'est mon maître. À ce moment-là, le fait de perdre cet ego, dit chouette, on va pouvoir expérimenter d'autres choses. Et dans ce cas-là, il n'y a rien qui vous retient. Donc vous pouvez aller beaucoup plus loin vers l'infini. La seule chose qui vous retient, c'est l'impossibilité de l'infini. C'est-à-dire que vous n'irez jamais jusqu'au bout. Mais vous pourrez aller très très loin.
Évidemment, chacun va où il peut, en fonction de son niveau de conscience à la mort. Mais après, il se trouve que ce capital de mémoire, il a toujours besoin d'être vécu. Il n'y a plus ce corps là pour le vivre, mais il est indispensable aussi. Toutes les personnalités sont nécessaires, tous les finis sont nécessaires. Et donc, vous allez avoir tendance à revenir au niveau là où vous avez laissé le travail pour pouvoir continuer et expérimenter effectivement les choses que vous avez simplement perçues en tant que mort. C'est vous qui le limitez plus ou moins en fonction de votre niveau de conscience à la mort. Mais vraiment à la mort. Au moment où vous mourrez, 5 minutes avant, vous pouvez prendre conscience d'un tas de choses et vous prenez conscience d'un tas de choses. Mais en fonction de votre niveau d'acceptation de l'infini, de votre de renonciation, de détachement par rapport à votre ego au moment de la mort, eh ben, vous êtes happé plus ou moins par votre infinité. Plus ou moins. On n'a pas tous le même niveau. Ah non, pas du tout. Nous, on n'est pas tous. Mais il ne peut pas y en avoir deux. Je vous ai dit, il n'y a pas 2 fois le 125 dans l'infini. Tout le monde est différent. Tous les niveaux de conscience sont différents. Vous ne partagez pas votre ego. 2 égos sont distincts et chaque ego doit être vécu, chaque ego est vécu. Il est vécu par la même conscience, mais chaque ego est vécu. De toute façon, il a vocation à être vécu. Ils ne sont pas vécus en même temps, mais tous ont vocation à être vécus. C'est pour ça que l'humanité peut changer tout le temps. Il y a des milliers d'humanités qui ressemblent à la nôtre, des millions, des milliards. Toute notre humanité peut disparaître. Demain, on va retrouver une autre humanité avec les mêmes problèmes relationnels, les mêmes niveaux de conscience, les mêmes choses comme ça. Tout est absolument indispensable. Mais est-ce que vous parlez de niveau de conscience? Et c'est une chose, moi, qui m'étonne vraiment, c'est de constater que certaines personnes ont des niveaux de conscience très différents. Voilà. Et donc, est-ce que vous expliquez cela? Bah oui. Mais par la naissance, par quoi? Par le fait que de réincarnation? Non, par le fait que tous ces niveaux sont nécessaires, tout simplement. Ils sont tous nécessaires, donc il y a forcément quelqu'un qui va le vivre. Vous vivez votre niveau d'amour, en réalité, ce n'est pas un niveau de conscience, parce que la conscience, elle est la même pour tout le monde. Mais c'est le niveau d'amour qui est différent d'une personne à l'autre. Comment on est Bouddha et lambda, quoi. Oui, oui, oui. Bouddha fait partie de votre potentiel et de ce vers quoi vous allez de toute façon, que vous le voyez ou non, mais vous résistez plus ou moins. Donc votre niveau de résistance, c'est ça qui fait votre niveau d'amour. C'est le niveau de peur aussi, c'est la même chose. De peur de la solitude, puisque je vous ai dit depuis le début que ce qui nous retient dans la connaissance, c'est la peur de la solitude. C'est ça le problème fondamental de l'être, et c'est ça qui fait nous retenir et nous empêcher d'être des êtres éveillés. C'est essentiellement la peur de la solitude. Eh bien, vous remarquerez... Ça, la peur de la solitude. Oui, parce que la peur de la solitude, c'est simplement pour le mental. Le mental interprète l'infini comme un danger par rapport à l'ego. Le mental est là pour défendre l'ego. Il le défend tant qu'il peut. Il le défend par rapport à l'infini. Il ne veut pas changer. Il ne veut pas évoluer. Il fait tout pour freiner des cas de fer, le mental. Et donc, c'est pas pour ça qu'il est méchant, hein. Je ne dis rien contre le mental. On parle, donc c'est avec le mental qu'on parle. Même si l'inspiration n'est pas mentale. Mais les outils qu'on utilise sont mentaux. Le raisonnement, c'est mental, même si l'inspiration qui fait le raisonnement n'est pas mentale. Si vous voyez ce que je veux dire. Bref, le mental, il est là pour faire en sorte que cette personne-là existe. Parce qu'elle est nécessaire. Donc le mental va la défendre bec et ongle pour la maintenir en l'état et pour éviter qu'elle évolue. Parce que si elle évolue, lui, elle interprète ça comme une mort. Pour l'ego, changer, c'est mourir. Donc, le mental va tout faire pour éviter de changer. C'est pour ça que le fait de faire de la science, de faire des mathématiques ou des machins, avec le mental et uniquement avec le mental, en fait, c'est une soif de pouvoir et pas du tout une soif de connaissance. Parce que cela ne fait que, puisque c'est le mental, c'est pour maintenir l'ego en l'état, et donc ça prive la personne qui cherche de toute possibilité de trouver. Puisque trouver, c'est changer. Comprendre, c'est changer. Sinon, si on ne change pas, c'est qu'on n'a pas compris. Et l'ego, il ne veut surtout pas. Donc le mental va tout faire pour ne pas faire, pour protéger l'ego.
c'est un peu notre garde-fou, c'est un peu ce qui nous empêche de devenir infini, c'est un peu ce qui nous pousse à maintenir ce rôle, ce jeu qui est indispensable à l'infini. Donc le mental a un rôle essentiel, c'est grâce à lui qu'on est tous là, c'est notre ego qui nous fait qu'on est différents les uns des autres, et s'il n'était pas là, bien nous serions en fusion totale, et donc nous serions infinis, il n'y aurait pas de limite, et donc nous ne serions pas. Ce serait le néant. Mais le néant est impossible, puisque l'infini est impossible, donc nous sommes séparés, et donc il y a le mental qui nous empêche d'être uniques. Si vous arrivez à changer sans que votre ego soit froissé, ça veut dire qu'il est déjà changé. Donc on l'a équilibré. Que vous avez complètement détaché de votre ego. Vous ne pouvez pas. L'évolution sera toujours, il y a toujours une part de souffrance dans l'évolution. C'est pas possible autrement. Une fois qu'on l'a compris et qu'on s'est placé au-dessus, c'est-à-dire qu'on se reconnaît responsable de cette souffrance, on en est l'organisateur. Et on l'accepte et on trouve ça normal. Et on ne va pas s'en plaindre. Rien n'est indispensable. Tout peut être utile. Toutes les techniques peuvent être utiles. Aucune n'est indispensable. Il ne faut pas vous dire, si je passe par là, je vais y arriver, si je passe pas par là, je ne vais pas y arriver. Bon, le plus important, je reviens à la question de madame, c'est cette question de peur de la solitude. La métaphysique est la seule solution à cette peur. Il n'y en a pas d'autre. Je parle d'expérience d'ailleurs. Mais c'est comme ça. La métaphysique est, même si ce n'est pas automatique, hein, moi je suis très très loin d'avoir fini avec toute peur de la solitude. Loin de là. Très loin de là. Mais j'ai fait beaucoup de progrès par rapport à d'autres époques où je n'avais pas compris les choses. Justement, c'est une hérésie ce que vous voulez dire par rapport à le fait de la peur de la solitude par rapport à l'ego, parce qu'au final, il va à contre-sens de ce qu'il dit en fait. Parce que si on prend conscience, on s'unit aussi. Oui. Parce qu'il y a détachement en fait de l'ego. Oui, mais jamais complètement. Il y a toujours une limite à laquelle vous vous heurtez. Et il y a toujours un moment où on ne veut pas aller plus loin. Regardez, prenez l'exemple d'un Bouddha ou d'un Jésus ou autre chose comme ça, qui sont nos exemples parce que ce sont ceux qui ont le plus accepté la solitude, justement. Le plus accepté la souffrance et la solitude en disant c'est moi le responsable de l'univers, c'est moi qui suis le créateur de l'univers, je ne peux pas être plus seul que si je suis responsable. C'est pour ça que toutes les actions que nous vivons dans le quotidien et qui nous font évoluer sont des expériences qui nous confrontent à la solitude. La guerre, le fait d'avoir le pouvoir, d'avoir des décisions à prendre en étant chef d'entreprise ou des choses comme ça. Le sport, où on est là, on est tout seul, le ballon arrive, il faut décider, est-ce que je l'envoie à droite, est-ce que je l'envoie à gauche? Si je l'envoie à droite, peut-être que mon équipe va gagner, si je l'envoie à gauche, peut-être qu'elle va perdre. Je suis seul face à cette décision. Et tous les jours, l'amour aussi, tous les jours, j'ai des expériences qui me confrontent à la solitude, et ce sont les choses importantes qui me font évoluer. Parce que c'est en fonction de ma réaction, de mon attitude à ce moment-là. Est-ce que j'accepte de me reconnaître responsable, seul responsable de mon destin, de l'avenir Pour un homme politique, c'est terrible. Il peut se dire, je prends cette décision, il y a peut-être 10 000 personnes qui vont mourir à cause de cette décision. Est-ce que je dois prendre l'autre décision? Ça, c'est se confronter à la solitude. Et chaque fois qu'on a la possibilité de se confronter à ce genre de choses, on progresse. Et chaque fois qu'on fuit ça, on ne progresse pas. En tant que conscience, c'est toujours fini. Donc voilà. Et alors, madame demande qu'est-ce que c'est que l'espace-temps. Vous pouvez le comprendre très facilement dans la dualité entre le fait d'aller vers un but et de ne pas pouvoir atteindre ce but. Donc le temps existe. Le temps vient du fait que la nécessité absolue est impossible. Donc on y va. Et l'évolution ne va que dans un seul sens, elle ne va pas dans l'autre sens. Il n'y a pas de régression. Il n'y a que le fait le temps ne va que dans un seul sens parce que on va toujours vers l'infini. Mais comme il n'est jamais atteint, il est éternel potentiellement. Il n'est pas effectivement éternel, mais il est sans limite. Donc ça c'est le temps. Le temps est le fait que c'est l'impossibilité de l'infini. Mais ça nécessite en même temps. Mais alors l'unité de conscience est l'infini. Comment? L'unité de conscience. L'unité de conscience.
Mais si au lieu de croire que vous êtes vous, et si au lieu de croire moi que je suis moi, et ainsi de suite, on se croyait un seul être, bah, ce serait une conscience infinie. Mais ce n'est pas le cas. C'est discontinu. J'entends. En fait, c'est la notion de mort en fait, que j'arrive pas À partir du moment où vous êtes défini dans l'espace, vous êtes défini dans le temps aussi. Hein. Bien sûr. Vous pouvez pas vous considérer comme un ego et dire cet ego est éternel. Éternellement, vous aurez un ego, mais pas le même. Alors, est-ce qu'on est né? On n'est jamais né, en fait. En tant qu'être, vous n'êtes jamais né. En tant que personne, évidemment, vous êtes né. Et en tant qu'être, en tant que personne, évidemment, on va mourir. En tant que conscience, la conscience n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Elle ne peut pas en avoir, mais elle n'est jamais... Elle ne veut pas en avoir parce qu'elle n'est jamais aboutie. Elle est toujours dans cette sensation de séparation et de discontinuité. Je voulais savoir, dans certains milieux spirituels, on parle beaucoup maintenant de pleine conscience. Alors, avec ce que tu viens de dire, je ne vois pas en quoi la conscience serait pleine ou vide ou quoi que ce soit. Ça veut dire quoi la pleine conscience? Oui, c'est toujours... C'est des facilités de langage, parce qu'on ne sait pas exactement de quoi on parle. Donc on utilise les mots qu'on peut. La pleine conscience, c'est la conscience d'être le soi plus que l'ego. Ça, c'est ce qu'on appelle la pleine conscience. C'est toujours ça, de toute façon, ça ne peut pas être autre chose. J'ai plus ou moins... Mes réactions, mes relations avec le monde sont plus ou moins dictées par l'identification à l'ego. Plus ou moins. C'est-à-dire que des fois, monsieur le disait d'ailleurs, il y a des personnes, à un moment, elles veulent être très dans l'ego, et puis d'autres moments, pas du tout. Et pour certaines choses, elles vont être dans l'ego, et pour d'autres, elles ne vont pas l'être. Mais ça, c'est inévitable. Et la première application que je vous propose, c'est, puisqu'on a compris qu'on passe tous notre temps à chercher à s'aimer sans jamais y arriver, parce que quand on veut s'unir à quelqu'un, on s'aperçoit que le corps, donc l'ego, c'est pas exactement la même chose, mais ça en fait partie, empêche de le réaliser. C'est pas une raison pour se dire bon, j'y arrive pas, donc je ne le ferai pas. On est là pour ça, on ne peut faire que aimer, il n'y a pas autre chose à faire, c'est une certitude. C'est une conclusion automatique, c'est extrêmement concret, extrêmement pratique. Vous pouvez l'expérimenter tous les jours. Lorsque vous comprendrez l'autre, vous l'aimerez plus. Lorsque vous l'aimerez plus, vous vous comprendrez vous-même plus. C'est très facile à expérimenter et c'est très facile avec ça de s'apercevoir que finalement, tout ça est extrêmement simple, l'univers est extrêmement simple. On passe son temps à courir les uns après les autres, à se tourner autour, comme les particules, comme les planètes, sans jamais réussir à faire cette grande unité. Mais petit à petit, on y va. Petit à petit, on s'en rapproche. Donc je vous invite à l'expérimenter tout de suite, c'est très facile, il suffit de mettre un bras gauche en l'air. Alors j'ai dit le bras gauche en l'air, c'est très important, parce qu'autrement vous ne savez pas par où vous attraper. Et si vous avez le bras gauche en l'air, vous êtes cœur contre cœur.